Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On dirait elle pourrait changer de robe. Enfin bon. Le lendemain, des soldats trouvent le corps sans vie de leur chef. Pris de panique, ils avertissent aussitôt le reste des troupes. Privé de son commandant en chef, l'armée prend la poudre d'escampette. Alors il existe d'autres versions des événements, plus terribles encore. Médée persuade Apsyrtos de s'embarquer sur l'Argo, mais ils sont poursuivis par le roi en personne. L'armée avance vite, sur le point de les rattraper. Médée n'hésite pas une seconde, elle égorge elle-même son frère et découpe son corps en morceaux qu'elle jette à la mer. Fou de douleur, le roi stoppe aussitôt son navire pour repêcher les fragments du corps de son fils. C'est une horreur absolue, les argonautes pouvant ainsi quitter la Colchide sains et saufs. Quoi qu'il en soit, ils sont partis. Sachez que le voyage de retour est aussi mouvementé que celui d'arrivée, riche en aventures au gré des tempêtes et de l'humeur des dieux. D'abord, ils abordent, vous savez, l'île de Circé, parce que Zeus exige que Jason et Médée soient purifiés par la magicienne. Et lorsqu'elle comprend quel crime ils ont commis, c'est l'inverse qui se passe, elle les maudit. Et une dangereuse épreuve les attend lors de leur passage du détroit qui sépare le roc nu de Scylla du gouffre de Charybde, où la mer rugit et rejaillit à jamais, et où les vagues furieuses montent jusqu'à toucher les nus, dit-on. Mais une fois encore, Héra intervient, elle demande à Thétis et ses nymphes de guider le navire et de le conduire dans des eaux sûres. Charybde et Scylla sont des êtres effroyables, vous le savez, vous connaissez certainement Ulysse, bien sûr, et sa quête de retour. Donc voilà, on en a déjà une image ici, et en fait, en réalité, ça constitue la barre d'écueil qui forme un détroit entre Messine et Reggio, en Sicile. Donc en fait, ils appartiennent à l'imaginaire des dangers maritimes de la Grèce, vous voyez, et leur légende se serait comme ça diffusée jusque dans les lointains pays de Médée. Une fois le danger passé, ils vont aborder l'île des Phéaciens, ils vont séjourner quelque temps à la cour du roi Alkinos, qu'on va retrouver quelques décennies plus tard, encore une fois, dans l'Odyssée, Alkinos ou Alkinous, comme vous voulez, avec sa fameuse cuisine. Après avoir longé la Libye, ils arrivent sur les bords de la Crète, mais une mauvaise surprise les attend. L'île est gardée par Talos, un géant entièrement fait de métal, le dernier représentant des hommes de l'âge d'airain. Je vous le dis tout de suite, il y aura une émission, je ferai une émission justement sur les premiers robots. C'est quand même étonnant d'avoir ça au IIIe siècle avant notre ère, d'avoir un géant entièrement fait de métal. Ça, c'est quand même assez curieux. On dit aussi qu'il aurait été fabriqué par Héphaïstos, le dieu des forgerons, qu'il serait donc le tout premier robot de l'histoire. Je vais faire une émission là-dessus. Il y a eu 2-3 livres qui sont sortis, donc encore une fois, pardon pour l'aparté, mais sachez-le. C'est un sujet qui n'est pas souvent traité, voire jamais traité. Bien sûr, vous vous doutez que ce géant de métal n'est pas commode. Il jette des rochers et des arbres sur les navires qui passent au large, qui tentent d'accoster. Mais il possède un point faible. Au-dessus de la cheville, vous avez un rivet qui ferme la veine où circule son sang. Et encore une fois, c'est Médée qui va sauver les héros. Elle s'agenouille, elle invoque les chiens infernaux d'Hadès, le dieu des morts. L'effet ne se fait pas attendre. Alors que Talos soulève un rocher prêt à le lancer sur l'Argo, le rivet saute, laissant jaillir le sang qui sort à gros bouillon. Dans le film dont je vous parlais, il y a ce passage, bien sûr, qui c'est d'un kitsch sans nom, mais moi je l'ai vu quand j'étais petit, évidemment. Il y a beaucoup de charme, quoi. Bref, Talos s'effondre raide mort, il n'y a plus de danger, les héros peuvent débarquer, se reposer en prévision de la route qui leur reste à parcourir et des autres dangers, bien entendu, qui les attendent. Sauf que le reste du voyage se passe sans encombre et les argonautes abordent enfin sur les rives de Iolcos. Les habitants se pressent de les accueillir en grande fête, les anciens démonies apportent des offrandes aux dieux, ils répandent l'encens sur la flamme qui se change en vapeurs humides, les victimes votives tombent, les cornes enlacées de bandelettes d'or sont mises partout, bref, c'est vraiment la fête, la joie, etc. Mais Jason apprend ce qui s'est passé pendant son absence. Pélias a tenté de tuer Ésone, son épouse, le croyant mort, est morte de chagrin, mais en réalité, Ésone vit toujours caché dans la forêt. Jason court retrouver son père, mais il le trouve terriblement affaibli, il s'effondre sous le poids des années. Cette vision brise le cœur de Jason. Il demande à Médée de sacrifier ses propres années qui lui restent à vivre et de les donner à son père pour prolonger sa vie.
Médée est touchée par tant de piété filiale. Elle qui a trahi quand même, abandonné son père pour aider Jason, elle lui dit qu'elle peut faire mieux, rallonger la vie d'Ézone sans toucher à celle de Jason. Une nuit de pleine lune, Médée sort du palais, la robe flottante, les pieds nus et les cheveux dénoués, flottant sur ses épaules nues. Montée sur un char tiré par des dragons, elle parcourt la Grèce entière pour cueillir des plantes magiques. Sa récolte nocturne achevée, elle retourne devant la porte du palais, s'éloigne du reste du monde et élève 2 autels sur le gazon. L'un à droite en l'honneur d'Hécate, l'autre à gauche en l'honneur de Juventas, la déesse de la jeunesse. Elle les orne de couronnes de verveine et de rameaux agrestes, creuse 2 fosses dans la terre et égorge une brebis noire. Elle fait couler son sang dans les fosses, elle verse du vin puis du lait contenu dans une coupe en airain sur les 2 autels. Alors elle invoque les divinités de la terre et implore le dieu des enfers de ne pas faire mourir trop tôt Ézone. Et puis elle fait venir le vieux roi, l'étend sur un lit d'herbe et le plonge dans un sommeil pareil à la mort. Elle fait cuire les herbes, les fameuses herbes qu'elle a cueillies, dans un vase d'airain. Elle y ajoute des pierres apportées des confins de l'Orient et du sable, du givre aussi, ramassé de nuit, les ailes et la chair de la strige, la peau d'un serpent du Cynips, un fleuve à côté de la Libye, le foie d'un vieux cerf et la tête d'une corneille vieille de 900 ans. À ces éléments, assez peu ragoûtant, je vous l'accorde, elle va y ajouter 1000 autres ingrédients, puis les mêle ensemble et les remue avec une branche d'olivier desséchée et sans feuillage. Une véritable potion magique de sorcière, vous voyez. Quelques minutes plus tard, la branche verdit et se couvre de feuilles et d'olives. Des gouttes du breuvage tombent et arrosent le gazon qui verdit et se couvre de fleurs. Sans hésiter une seconde, Médée tranche la gorge d'Ézone avec son glaive, fait couler son sang et verse des sucs dans la veine. Et puis elle abreuve la plaie et la bouche d'Ézone avec le filtre qu'elle vient de préparer. Aussitôt, la barbe et les cheveux du vieux roi redeviennent noirs, sa maigreur disparaît, sa pâleur et sa décrépitude s'évanouissent, un sang nouveau coule dans ses veines, la chair revient sur ses os. Le voilà rajeuni de 40 ans. Évidemment, si on avait la potion magique, on adorerait ça tous. Débordant de joie de retrouver son fils et sa jeunesse, Ézone offre à Jason de magnifiques festivités, c'est le moins qu'il puisse faire. Mais l'heure est maintenant venue pour Jason de se venger de Pélias, le roi félon. Il demande encore une fois à Médée d'user de ses maléfices pour punir le scélérat de tous ses crimes. Et là, elle va mettre en place un plan terrible. Elle feint de haïr son époux, se rend directement au palais de Pélias. Là, elle accable Jason de 1000 maux, l'accuse de lui faire subir 1000 tourments. Elle parvient rapidement à gagner la confiance du vieux Pélias et de ses filles. Elle leur raconte comment elle a rajeuni Ézone et assure qu'elle peut faire de même avec Pélias. Aussitôt, les princesses la supplient d'user de son pouvoir pour faire rajeunir leur père. Et Médée fait semblant d'hésiter, puis leur demande d'amener un vieux bélier, dont les cornes se recourbent, je cite, en cercle autour d'un front décharné. Elle enfonce dans sa gorge un couteau bien tranchant, elle est terrible, le d'épaisse et le fait bouillir dans un chaudron d'airain, toujours rempli de suc magique. Elle prononce une formule mystérieuse, immédiatement le corps de l'animal diminue, ses cornes disparaissent, il redevient un agneau qui bondit hors du vase à la recherche de sa mère. Alors là, les filles de Pélias, vous imaginez, sont totalement convaincues. On a l'impression d'être dans le film « La mort vous va si bien » et redoublent leurs efforts pour persuader Médée de répondre à leurs vœux. Alors Médée place sur la flamme une eau pure et des herbes ordinaires sans vertu magique. Et puis elle plonge Pélias dans un profond sommeil par son filtre et des paroles magiques. Et puis elle ordonne à ses filles de plonger leur glaive dans la gorge de Pélias pour faire couler son sang, pour que Médée le remplace par un sang plus jeune. Elles se récrient, mais se forcent quand même à surmonter leur appréhension parce qu'elles désirent ardemment offrir une nouvelle jeunesse à leur père. Elles accomplissent leur besogne, leur affreuse besogne, elles jettent les morceaux du corps de Pélias dans le chaudron, et puis elles attendent que Médée prononce la formule magique, mais voilà, Médée a disparu. Elle a pris ses jambes à son cou, elle s'est enfuie du palais. Et les malheureuses comprennent qu'elles ont elles-mêmes tué leur père.
Selon Ovide, tandis que leurs mains frappent leur père, celui-ci se réveille en hurlant, leur demande pourquoi elles agissent ainsi, elle commence à faiblir, alors Médée l'égorge elle-même et met son corps en morceaux qu'elle jette dans le vase d'airain bouillonnant, mais elle échappe au châtiment qui l'attend en fuyant sur son char au dragon ailé. Jason est bien vengé. Vous voyez, il y a plusieurs versions à chaque fois. Et après l'affreuse mort de Pélias, les deux amants se réfugient à Corinthe. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Médée a donné naissance à de beaux enfants. L'exil ne semble pas peser trop lourd sur ses épaules. La perte de sa famille, de son pays, lui paraît finalement assez peu de choses au regard de l'immense amour qu'elle porte à Jason. Mais le héros montre alors toute la bassesse finalement dont il peut être capable. Il s'éprend de la fille du roi de Corinthe, Creuse, c'est son nom, et l'épouse. Mais il est déjà marié, vous allez me dire. Qu'importe, Médée est une étrangère, donc son mariage n'est pas valide. Et ça arrange bien Jason, parce que pour lui, ces nouvelles noces constituent une alliance splendide, et il oublie tout ce qu'il doit à Médée, son amour et tout sentiment de gratitude. Il ne pense plus qu'à satisfaire son ambition, une ambition maintenant démesurée, sous le coup de la surprise et de l'angoisse. Médée laisse échapper des mots qui font croire au roi de Corinthe qu'elle pourrait s'en prendre à sa fille. Il aurait dû s'y attendre. Furieux, il lui donne l'ordre de quitter le pays avec ses deux fils. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.